Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais continuer avec les contes d'Halloween. Un conte de Miguel Aller, Rue Sombre, numéro 0. Très belle écoute à tous. Je dédie ce conte à mon vieil ami Goun, qui est, comme moi, un troubadour des temps modernes, à mon autre ami Claude Mercadier, qui n'est plus là aujourd'hui, et à mon frère Jean, qui toute sa vie a été hanté par l'idée et la peur de la mort. Il en est devenu fou. Une bien étrange histoire m'est arrivée lors de mon séjour en Bretagne. C'était dans le Morbihan, ou peut-être dans le Finistère, mais comme cela s'est passé il y a bien longtemps, mes souvenirs ne sont pas très bons. Le bled, complètement paumé, aux confins des terres et de la mer, avait un caractère moyenâgeux. Son nom m'échappe aujourd'hui. Il s'est dissous dans les brouillards de ma mémoire. Il circulait dans ce pays de bien curieuses légendes que les habitants avaient un plaisir malicieux à raconter les soirs de pluie dans les pubs devant des chopes de bière. Ils en surenchérissaient avec délectation les détails et les extravagances, chacun à leur manière. C'était pour la plupart des fois des récits de maisons hantées, de villes englouties par les eaux ou de marins perdus en mer qui ressurgissaient certains soirs de brume. En pensant que cela faisait partie du folklore local, je n'ai jamais trop pris au sérieux toutes ces histoires. Pourtant, il a bien fallu que je me pose des questions après l'aventure que je vais vous conter maintenant. J'avais donc été invitée par un club artistique de cette petite ville pour donner un concert. Je me souviens très bien, par contre, et avec certitude, que nous étions en automne. Les paysages qui défilaient devant moi par la fenêtre du train qui me conduisait avaient la beauté particulière que confère cette saison à la nature. La flore avait pris ce jour-là des couleurs chaudes qui sombraient dans les fauves et les jaunes ocracés, en passant par toute une palette dégradée de marron et de roux. Les feuilles grêles des arbres frissonnaient au vent de la côte que nous longions à belle vitesse. J'arrivais à destination en fin d'après-midi. La gare, située sur le versant d'une colline, était petite mais très fleurie. Par-delà le quai en planches qui résonnait sous mes pas, je pus apercevoir toute la cité agglutinée autour de son unique église. Son cocher, si typique de granit noir, au relief accrocheur, se dressait comme un doigt face au ciel assombri. La petite ville, cernée de remparts en ruine, descendait doucement les pentes de la colline pour aller mourir dans la mer tout en bas. De là, je pouvais deviner un petit port de pêche avec quelques bateaux aux couleurs vives qui semblaient danser sur le scintillement des vagues que le soleil couchant embrasait. La bourgade était coquette, bourgeoise. Les maisons, qui toutes devaient dater de plusieurs siècles, avaient un cachet très particulier. Leur toit était très pointu, avec des ardoises très longues et presque lumineuses.
de puissantes boiseries peintes dont certaines possédaient des sculptures, des colombages, lardaient dans tous les sens les façades très blanches aux multiples étages. Comme il faisait un petit vent frisquet qui me glaçait le museau, je me pressais de franchir le portillon de sortie de la gare. C'est alors qu'un monsieur très digne, vêtu d'un manteau beige et d'un chapeau melon, m'interpella en disant « Monsieur Miguel Allaire, je suppose ?» « Oui, répondis-je en tournant la tête en sa direction. Avec votre étui de guitare, la méprise était impossible. Je m'appelle Francis. Je suis venu vous chercher pour vous véhiculer. La prestation se passera dans l'hôtel où je travaille. Nous y possédons une petite salle de concert très intéressante. Pour moi, l'acoustique y est parfaite, surtout pour un instrument en solo. Je suis sûre que vous éprouverez du plaisir à y jouer. Je vous ai déjà fait préparer une chambre très confortable avec salle de bain. Le repas du soir vous y sera servi sitôt arrivé. Ah, une dernière petite chose. Le public de ce soir est essentiellement constitué de personnes très âgées, très recueillies et très attentives pour tout ce qui concerne la musique. Si je puis me permettre, essayez de ne pas trop les choquer dans le choix de votre répertoire. Sur cette dernière phrase, il m'ouvrit la porte arrière d'une grosse limousine noire et rutilante. Il se mit au volant et démarra. Assis sur la large et moelleuse banquette qui sentait le vieux cuir, entre ma guitare et mon sac de voyage, je pus admirer à travers le carreau du véhicule la particularité ancienne de cette ville où les rues étaient encore pavées comme autrefois. La petite salle de spectacle du XIXe siècle semblait en effet construite avec un raffinement et un luxe exceptionnels. Une infinité de moulures représentant des effigies de la mythologie grecque, plaquées à la feuille d'or, ornaient le plafond. Les murs étaient agrémentés de miroirs, de statues, de tentures et de chandeliers. La scène, petite, drapée d'un rideau de velours rouge, mettait en valeur l'exécutant. L'acoustique donnait au son de ma guitare une élégance subtile, dans laquelle s'affirmaient toutes les nuances de grave et d'aigu, des plus légères aux plus fortes. Ponctuel comme le sont la plupart des personnes âgées, le public arriva bien avant les 20h30 écrites sur l'affiche. En quelques minutes, la salle se remplit silencieusement, et comme rarement cela m'est arrivé, pour une fois je pus commencer au moment voulu, devant les 200 auditeurs attentifs et recueillis. J'orientais le déroulement de mon concert vers le côté classique des choses, en jouant de nombreuses pièces anciennes, très connues, mais en immisçant toutefois quelques-unes de mes compositions personnelles, très virtuoses. Enfin, après 3 rappels, je quittai la scène en transpirant sous des gerbes d'ovations chaleureuses et fournies. J'étais autant satisfait de ma prestation que de l'accueil enthousiaste du public. Quelques minutes plus tard, lorsque je reparus dans la salle, un grand nombre de personnes patientaient autour de la table d'exposition pour m'acheter et faire dédicacer les disques que je proposais. Longues furent les poignées de main et laudatifs les adjectifs et les encouragements que l'on me prodigua ce soir-là. Vers la fin, quand presque tout le monde fut parti, tandis que les dames de service de l'hôtel commençaient à replacer les chaises
et s'activaient de leurs balais et chiffons à reluire, un homme étrange s'approcha de la scène. Il était très grand, un peu voûté, d'une maigreur à faire peur. Ses longs cheveux blancs qui ruisselaient comme des vagues sous son chapeau claques de satin noir et ses grosses rides qui lui burinaient le visage accentuaient sa vieillesse. Chose anachronique, pour l'époque il était habillé tout en noir, avec une redingote en queue de pie d'un temps révolu. Ce cérémonial vestimentaire m'interpella. De nos jours, plus personne ou si peu se travestissent de cette façon pour se rendre au concert. Monsieur, me fit-il d'une voix rocailleuse, j'ai beaucoup apprécié. La marquise Blanche-Marie de Moselberg serait heureuse de vous connaître. Tenez, voici sa carte. Elle vous attend ce soir chez elle. Mais oui, ce soir, sans faute. À l'adresse indiquée sur le carton. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est au bout du port à droite. Adieu, monsieur, je vous salue. Après l'obséquieuse révérence qu'il me fit, je voulus lui répondre, mais à peine avais-je bredouillé quelques syllabes qu'il avait disparu je ne sais où par l'une des portes latérales. Ne prêtant pas un brin d'attention au petit Bristol qu'il m'avait tendu, machinalement je le fourrai dans ma poche. Comme plus personne ne venait m'acheter de disques, je me décidai tranquillement à ranger mon matériel. Pour décompresser un peu, arrivé à l'intérieur de ma chambre, je m'allongeai sur le lit et instinctivement, en fouillant ma poche, j'attrapai la petite carte de visite que je plaçai aussitôt devant mon nez pour la lire à haute voix. Blanche-Marie, marquise de Moselberg, rue Sombre, numéro 0. Cela me fit pouffer de rire. Encore des farfelus, pensai-je, des doudingues. S'ils croient ces hurluberlus et farfadets que je suis disponible à toutes les bêtises, à toutes les extrancités du monde, ils se trompent. Rue Sombre, numéro 0. Non, mais faut pas exagérer. Quelques minutes plus tard, après ce court repos, mon esprit vagabonda, s'éparpilla sur 1000 pensées fugaces. Mais la vision obsédante de ce type avec sa gueule de croque-mort me revenait toujours à l'esprit comme un fantomatique leitmotiv. Mon sentiment se mitigea et ce que j'avais pris pour de la bouffonnade se transforma dans ma tête, sans que je ne puisse comprendre pourquoi, en mystère authentique. Il n'était que 10h30 à ma montre, et ma curiosité instinctive, comme un aiguillon pervers, m'excitait les méninges. De toute façon, me stimulai-je, rien ne m'empêche de faire une petite promenade nocturne dans la ville pour visiter. J'essaierai de me rendre au bout du port à droite. S'il y a une rue sombre, tant mieux. Sinon, salut, merci bien, faut pas me prendre pour une poire. Comme je n'étais pas tout à fait rassurée par mon raisonnement branquignol, pour me stimuler avant de partir, je fouillai mon sac de voyage et j'attrapai mon petit 635 automatique. On sait jamais, avec tous les fous qui courent et hantent les rues la nuit à notre époque. Une précaution vaut mieux que rien du tout. Je vérifiai le chargeur, plaçai une balle dans le canon tout en enclenchant le cran de sécurité. Puis je fourrai l'engin illicite, mais protecteur, dans ma poche droite. Après un rapide coup de peigne, j'endossai mon large blouson de cuir et à grands pas pressés, je dévalai les 2 étages
pour me retrouver sur le pavé de la rue déserte. L'air frais me fit du bien, et pour me sentir plus à l'aise, j'en respirais plusieurs grandes bouffées à plein poumon. Malgré le peu de lanterne qui éclairait le dédale des rues qui descendaient en pente douce, je voyais clairement. Je pus alors, tout à loisir, admirer les massives maisons anciennes, cernées de poutres et d'enseignes qui jalonnaient mon chemin. De mon hôtel jusqu'à l'église, je ne rencontrai pas une seule âme qui vive. Quelques chiens perdus qui hurlaient à la lune et un chat errant qui l'appelait d'une gargouille sale attirèrent mon attention. Malgré la beauté de toute l'architecture qui m'entourait, la cité faisait peser sur mon être une lourde et sinistre impression. Enfin, en parvenant dans l'enceinte du port, la vue des poussives embarcations de pêche en bois aux couleurs chamarrées m'apaisa l'esprit. Elles possédaient de minces cabines ornées de petits luminions qui dansaient dans la pénombre au gré des vagues. Devant le quai, dès que j'eus enjambé plusieurs encablures de cordage, je m'engageai résolument du côté droit. C'est alors que le brouillard qui était déjà sous-jacent tomba brusquement comme un rideau de fumée sur toute la ville. Au loin, des pêcheurs qui venaient juste de rentrer déchargeaient quelques caisses et des filets de leur embarcation. L'idée me vint de m'approcher de l'un d'eux pour demander ma route. « Pardon, monsieur, je désirerais me rendre rue Sombre. On m'a dit que c'était tout au bout du port à droite. Pourriez-vous m'en indiquer le chemin le plus court, s'il vous plaît ?» Le type posa son cajot de sardines sur le sol. Il se frotta le menton pensivement, puis me dit en soupirant « Désolé, monsieur, mais je ne vois pas. Attendez, je vais demander à mon collègue qui est sur le bateau. Yann, toi qui es né ici, est-ce que tu connais une rue Sombre dans le secteur ?» Non, elle n'existe pas à ma connaissance. Merci, messieurs. Au revoir et bon travail. Je me débrouillerai tout seul. Je repris ma marche solitaire en longeant au plus près les gros pavés qui délimitent le quai et les débarcadères jonchés de cordages et de bornes métalliques rouillées. La brume était devenue si épaisse que j'avais l'impression d'être dans une sorte de soupe laiteuse. Je n'y voyais pas à 3 pas. J'étais obligée de me mouvoir à tâtons. Enfin, j'arrive au bout du port où disparaît le dernier réverbère. Je me retrouve au plus profond de la nuit, ne sachant où aller. Heureusement, nous étions dans la pleine lune, et sa clarté, qui se reflétait sur le brouillard, donnait une légère lumière opaque. Ceci me permettait de distinguer les formes les plus proches. Vu l'atmosphère et la bizarreté des instants et des endroits que je traversais, mon inquiétude qui allait grandissant me faisait de plus en plus douter et infléchir ma détermination à continuer. Mon envie de rebrousser chemin, qui me taquinait depuis plusieurs minutes, allait prendre le dessus, quand soudain, je crus apercevoir la fugace silhouette d'un homme, à quelques mètres de moi. Il marchait dans le silence de la nuit, dans la direction opposée. « Hep, s'il vous plaît !» je hèle à la cantonade. L'homme eut une seconde d'hésitation, puis stoppa, et se retourna face à moi, en gardant une distance si grande que je ne pus le distinguer que très lointainement. « Monsieur, repris-je, je voudrais me rendre rue Sombre. On m'a dit que c'était près d'ici, s'il vous plaît. Pourriez-vous me renseigner ?» ?»« Oui, c'est toujours tout droit, » me fit une voix rocailleuse
entre deux tout sautement. Encore une centaine de pas, puis à droite. Je crois d'ailleurs que vous êtes attendu. Adieu, monsieur. Un rire étouffé s'ensuivit, puis la silhouette disparut aussitôt dans l'épaisseur de la brume. C'est alors que je crus reconnaître, par le timbre de la voix, la physionomie et surtout l'anachronique eau de forme, le type bizarre qui m'avait donné la carte après le concert. Bien que je ne sois pas particulièrement froussard, je commençais sérieusement à m'arner dans une angoisse presque totale. J'attrapais soudain des sueurs froides et mon trouillomètre s'excita au point que mes jambes se mirent à trembler, comme si j'avais trop bu. Rapidement, je fouille ma poche. Pour me rassurer, je tâte mon flingue, puis je sors mon opinel. J'ouvre sa lame, je tourne sa virole et je le fourre dans la doublure de mon blouson pour l'avoir plus près de la main gauche en cas d'agression. Tranquillisé par cette précaution, je reprends mon chemin en sifflotant une petite ritournelle pour me donner de la contenance et diminuer ma frayeur. Je marche à pas feutrés encore quelques minutes en écoutant les battements de mon cœur qui frappent dans ma cage thoracique comme une baguette sur la peau d'un tambour. Au loin, les quelques tintements de cornes de brume qui semblent venir de la mer finissent de me troubler. Il me parvenait aussi par intermittence des ululements de chouettes ou de hibou et des hurlements de chiens perdus que la nuit étouffait. Toute cette ambiance achevait le sinistre de la situation. Je longeais la berge depuis un long moment quand soudain j'entre dans une trouée de brouillard où les choses, bien que très floues, m'apparaissent plus visibles. Il se trouvait une rue de vieux pavés gris à droite qui s'enfilait doucement vers la colline. Je bifurque aussitôt en sa direction. À travers la clarté lunaire, je distingue, dans le prolongement du trottoir délabré, sur un pan de mur à moitié écroulé, un vieux panneau rouillé. Il est à peine lisible, et je déchiffre péniblement « Rue sombre ». Je m'engage et marche quelques dizaines de mètres à l'intérieur de cette fameuse et sinistre rue absolument déserte et bordée de néant. Quand à ma gauche, enfin, j'aperçois ce qui semblait être la seule maison de la ruelle. Elle était construite en grosses pierres de taille et en briques rouges. Elle ressemblait à un ancien hôtel particulier d'un autre âge. Dans le pur style Louis XV, elle possédait de très hautes fenêtres à carreaux étroits, un perron, des balustrades et un genre de petite tour derrière qui faisait penser à un pigeonnier ou à un archaïque donjon restauré, dont le toit était rond et très pointu. L'édifice se scindait d'un mur aux trois quarts écroulé, et sur le portail de fer forgé tout rouillé et entrebâillé était inscrit en chiffres gothiques le numéro 0. Avant de m'engager en direction de cette grille, je tâtai une dernière fois pour me rassurer, le pistolet niché dans ma poche et l'opinel ouvert dans la doublure de mon blouson. Enfin, gonflé de détermination et de curiosité, je passe résolument un des pans du portail entrebâillé qui se met à grincer d'une façon si sinistre qu'un grand frisson me traverse toute la moelle épinière. La première chose qui me choqua dans cette enceinte, quand je voulus gravir les quelques marches du perron, c'est d'apercevoir toutes les fleurs et les plantes grimpantes complètement fanées. Aussi bien celles qui garnissaient le pourtour de la maison que les lierres et la vigne vierge qui escaladaient les murs maîtres en s'entortillant dans les aspérités rugueuses.
Toute cette végétation semblait morte. Les fleurs des rosiers se recroquevillaient sur elles-mêmes avec des couleurs surannées et des teintes passées. Leurs feuilles séchées en étaient presque noires. La lourde porte d'entrée en bois massif et sculpté était légèrement entr'ouverte. Au milieu de celle-ci, une espèce de main de bronze tenant une boule servait de tapoir pour que le visiteur puisse indiquer sa présence. Prenant mon courage au collet, tout en tenant fermement le manche de mon opinel, je fis cogner 3 lourds coups, la main de bronze contre le bois de la porte. Cela résonna en écho et se répercuta dans le lointain à plusieurs reprises. Quand personne ne m'ouvrit, après avoir renouvelé l'opération, je décidai de pénétrer à l'intérieur de cette inquiétante maison. Je pousse le bâton avec force. Il s'écarte dans un aussi sinistre grincement que celui de la grille. Je parvins ainsi dans un couloir très sombre et sans lumière, où mes yeux purent juste distinguer quelques grands tableaux très anciens, encadrés de moulures dorées. Ils représentaient des portraits de personnages qui durent être illustres en leur temps, mais dont l'histoire a complètement oublié le passage. Comme tout au bout de ce corridor, une pièce paraissait baignée par une faible clarté en demi-teinte. Sans faire de bruit, je me dirigeais, en regardant intensément autour de moi, vers cet endroit énigmatique. Je pénètre sur la pointe des pieds dans un immense salon, richement décoré de meubles séculaires et baroques, apparemment du XVIIIe siècle. Autour de moi, ce ne sont que tentures, tapis, gravures et lithographies. Pour tout éclairage, 2 chandeliers de 3 bougies à la flamme vacillante, placés sur un piano droit au bout de la pièce, répandent une faible lumière tamisée. C'est alors qu'une très belle femme apparaît comme une image presque irréelle. Elle sortait de je ne sais où. Elle était jeune, habillée d'une très longue robe blanche, à la mode d'autrefois, presque transparente, un peu comme en portaient les dames du début du XIXe siècle, à l'époque de l'Empire. De longs cheveux blonds tombaient en vagues sur ses épaules. Les traits de son visage étaient fins et bien dessinés. Je devinais la clarté de ses yeux, mais ne pouvais en discerner leur exacte couleur. Elle était là, à quelques mètres de moi, et me regardait silencieusement, droite, immobile, figée comme une statue. J'étais décontenancée, émue et en même temps très attirée par sa beauté. Je ne savais que faire. Soudain, elle me dit d'une voix bizarre, lointaine: « Je vous attendais, monsieur. Je vous remercie d'être venu. J'aime beaucoup vos créations musicales et littéraires. » Éblouie par le charme étrange qu'elle exerçait, je voulus lui donner le baise-main, mais elle recula aussitôt, effrayée, en suppliant: « Ne me touchez pas, surtout ne me touchez pas. » Ce n'était pourtant qu'un simple baiser sur votre main, une marque de politesse, une courtoisie, rien de plus. Je sais, monsieur, je ne puis rien vous dire de plus, mais ne me touchez pas. Madame, n'ayez aucune crainte. Je ferai comme il vous plaira. Au fait, d'où me connaissez-vous? Je vous suis depuis fort longtemps, et j'ai une certaine considération pour votre talent. J'apprécie votre sens créatif, qui sort des sentiers battus, aussi bien en musique qu'en littérature d'ailleurs. Vous êtes un original sensible. Vous faites partie des rares personnes, madame, qui soient touchées par ma verve créatrice. Je ne suis pas du tout célèbre ni adulée.
Mon art musical n'intéresse qu'une poignée de passionnés de la guitare. Quant à mes livres, aucun éditeur n'en veut. Mon art, s'il me fait vivre chichement, me tourmente beaucoup. Quelquefois, je ne crois plus en mon talent. Je me demande même si j'en ai eu un jour de ce fameux talent. Vous avez tort, il vous faut continuer, persévérer. Par rapport à tous les artistes contemporains, vous vous démarquez. Vous faites une œuvre. C'est rare aujourd'hui. La plupart de vos condisciples ne font que suivre des modes. Peut-être avez-vous déjà assisté à quelques-uns de mes concerts. En tout cas, vous n'étiez pas dans les 3 premiers rangs, sinon je vous aurais reconnu. Votre visage ne s'oublie pas. Je n'ai jamais assisté à vos spectacles publics, monsieur, et pourtant, j'ai pris part à tous à la fois. Peut-être possédez-vous mes enregistrements, mes disques. Ne cherchez pas à savoir. Restez vous-même dans votre musique et aussi, bien sûr, dans votre écriture. Votre sincérité artistique est touchante. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je n'étais pas sûre que vous viendriez, mais comme je vous savais curieux, j'avais bon espoir. Appréciez-vous Chopin? Oui, beaucoup. Mozart? Aussi énormément. J'ai très bien connu Chopin. Ah, je balbutie éberlu. Quel compositeur, n'est-ce pas? En effet, j'ai peur de ne pas lui arriver à la cheville. Chacun son style. Vous êtes à une autre époque. Rien n'est comparable, monsieur. Tout de même, je ne sais pas si dans 4 ou 5 générations, ma musique sera encore jouée et écoutée. Ne vous faites pas de soucis. Composez, créez, écrivez. Le reste ne vous appartient plus. Je suis musicienne-interprète seulement. Voulez-vous que je vous exécute quelques pièces sur ce piano? Avec plaisir. Lentement, dans une démarche très rigide, elle alla s'asseoir sur le petit tabouret en face du playel, tandis que je prenais place à 5 ou 6 mètres derrière, sur une très confortable bergère. Pendant qu'à travers la pénombre, je regarde tous les détails de la pièce et m'étonne de n'apercevoir aucun système électrique, pas même une ampoule, la forme d'un commutateur. Elle soulève le couvercle du jeu de touches et sans aucune partition commence à interpréter une polonaise de Chopin. Elle avait du doigté, de l'agilité, un allant plein de finesse et une extrême sensibilité musicale. Tout de suite, je fus sous le charme. Les notes, comme des bulles de cristal, semblaient s'envoler dans les airs, se répercuter sur les murs en écho pour se perdre dans la nuit à travers les fenêtres entr'ouvertes. Elle chanta quelques lieders de Schubert. Sa voix était douce, claire, limpide, mélodieuse. Elle ondulait comme un serpent musical, hypnotique, à travers tous les recoins et les bibelots de cette vieille maison. Elle joua et chanta longtemps. J'y reconnus des pièces de Chopin, Mozart, Liszt, puis ma mémoire se figea dans le flou. Je me souviens seulement qu'elle attaquait une danse hongroise de Brahms, très triste. Avachi dans mon fauteuil, je demeurais sous le charme. À moitié endormie, dans une demi-conscience, j'eus alors l'impression que le brouillard extérieur pénétrait lentement dans la pièce. À un moment, je ne la vis presque plus, et je n'entendis plus que très lointainement sa mélodie. Brusquement, le noir total s'installa. Les bougies s'éteignirent, le piano se tut, et je n'aperçus plus rien, tout s'effaça. « Madame, madame !» j'écriai. Comme toute réponse, je n'eus qu'un lourd et sinistre silence, avec quelques hurlements de chiens et d'oiseaux nocturnes qui me parvenaient du dehors par bouffées, étouffées.
Je me suis levée avec des frissons dans le dos. J'ai fait le tour de la pièce à tâtons, j'ai crié encore. Personne ne me répondait. J'avais froid et surtout très peur. Je me suis décidée à m'enfuir. J'ai refait tout le chemin en sens inverse, mais bien plus rapidement que pour venir. Quand je suis passée sur le bord de la mer, la brume était si enveloppante que j'ai dû me munir d'un bâton trouvé en cours de chemin. Je l'ai placé devant moi comme le font les aveugles pour être sûr d'éviter les obstacles. Ainsi je suis arrivée à force de marche sur les quais du port. La marée était basse, les navires avachis dans une boue glauque et noire m'apparaissaient comme des fantômes. La vue des premières maisons de l'agglomération me rassura et j'ai continué ma route avec plus de sérénité. Quand j'ai réintégré ma chambre d'hôtel, j'ai pu constater sur le cadran de ma petite pendulette de voyage qui cliquetait à mon chevet qu'il était 4 heures du matin passé de 10 minutes. Les événements de la nuit m'avaient bouleversée et extrêmement fatiguée. Je me déshabillai bien vite en prenant soin de fermer à double tour la serrure de ma porte. Je me glissai dans les couvertures pour sombrer dans des songes bizarres. Quand je me réveille le lendemain, il est presque midi. Le ciel est clair et le soleil brille. De grands oiseaux de mer circonvoluent en large cercle dans l'espace en poussant des cris aigus et joyeux qui se répercutent sur les façades des maisons. J'ouvre la fenêtre pour respirer l'air frais de la rue. La ville m'apparaît blanche et éclatante de lumière. Au loin, dans le bassin du port, je distingue les allées et venues des lourdes barques de pêche qui glissent sur l'eau au reflet turquoise. Quand tous les souvenirs de la nuit me sont revenus, je me suis longtemps demandé si je n'avais pas rêvé plutôt que vécu cette incroyable et fantomatique histoire nocturne. Pour en avoir le cœur net, après le copieux déjeuner, comme je n'avais pas mon train avant 5 heures le soir, je me suis décidée, taquinée autant par la curiosité qu'un indéfinissable sentiment amoureux, d'aller voir au bout du port à droite. J'espérais bien retrouver cette vieille maison et surtout la si belle et si insaisissable jeune femme qui la hantait. Au grand jour, les choses perdent de leurs proportions inquiétantes. Elles deviennent moins étranges, plus palpables, plus réelles. Sans me munir cette fois-ci de mes armes, le cœur léger, charmé par l'animation de la rue, je descends vers le port. Une foule nombreuse, avec des bonnes femmes criardes en costumes traditionnels, chamarrées d'habits de couleur, font un va-et-vient incessant. À travers les ruelles, en passant devant les échoppes ouvertes des divers boutiquiers, c'est un vrai bonheur que d'entendre discuter les gens. Je suis parvenue jusqu'au quai. Sur les pavés des débarcadères où séchaient, étendus sur des pics, des filets à sardines, que des femmes réparaient avec dextérité et vélocité, je me suis résolument engagée à droite. Comme la nuit précédente, par mesure de précaution et surtout pour ne pas me perdre, j'ai demandé à un pêcheur le plus juste chemin qui menait rue Sombre. « Mais mon pauvre monsieur, reprend l'homme, avec un accent qui sent les embruns, cette rue n'existe pas, vous pouvez me croire. Cela fait maintenant 20 ans que j'habite ici avec ma famille. Merci, au revoir. » Évidemment mécontent de la réponse, mais ne le montrant pas afin de ne pas vexer mon interlocuteur, je continue obstinément dans ma direction. Quand j'arrive au bout du port, j'aperçois assis sur une borne marine un très vieux type barbu, les tifs tout blancs, habillé d'un chandail et d'un pantalon bleu, avec une casquette à l'insigne de l'encre. Il mâchouillait le culot de sa pipe éteinte en sifflotant une chansonnette entraînante. « Hep, monsieur,
Je hèle en m'approchant. Jeune homme, qu'y a-t-il pour votre service? Me fait-il avec un grand sourire. Je ne sais pas si vous êtes de ce pays, mais si oui, vous pourrez peut-être me renseigner. Je suis né ici, voilà bientôt 80 ans, et à part mes tournées de pêche en haute mer, je n'ai jamais quitté cette ville. Dans ce cas, il me faut d'abord vous raconter mon histoire. Hier soir, malgré un brouillard terrible, je me suis promenée. Je me suis rendue en bas du port, j'ai longé la mer. Et contrairement à tout ce que les gens de ce pays m'affirment, je suis arrivée dans une rue bizarre. J'ai vu de mes propres yeux un panneau rouillé où il était inscrit les mots « Rue sombre ». Au milieu de cette lugubre et sinistre impasse se démarquait une seule et unique bâtisse bizarre que je vais vous décrire. Après lui avoir, avec le plus de détails possible, dépeint la maison, l'homme se gratta la barbe, tout sauta à plusieurs reprises et me fit d'un air méditatif. Rue sombre, rue sombre. Non, vraiment, jeune homme, je ne vois pas, et croyez-moi, je connais bien le pays. À part une farce que l'on vous aurait faite, elle n'existe pas. Par contre, la bâtisse que vous croyez avoir vue, celle avec une espèce de donjon pigeonnier, derrière en forme de tour, elle me dit quelque chose. Oui, en effet, je la connais. Dans le pays, je n'en ai jamais retrouvé une autre semblable. Alors, vous voyez bien, je n'ai tout de même pas la berlue. Mais, mon pauvre monsieur, la maison que vous venez de me décrire avec tant de détails, elle a été rasée voilà bien 50 ans. En 1923, si mes souvenirs sont exacts. Elle était abandonnée depuis très longtemps. J'étais gamin à l'époque. On l'appelait le château de la marquise. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Je me rappelle y avoir fait des incroyables parties de cache-cache avec les mômes de mon âge. Elle était située tout au bout de la 2e colline, dans un endroit assez isolé à bien 10 kilomètres d'ici. Je tombe des nues en écoutant les paroles de ce vieil homme. Je commence à me pincer les joues pour voir si je ne rêve pas. Jeune homme, reprend-il en tenant le culot de sa pipe dans sa main droite, où avez-vous rencontré cette fameuse rue inconnue avec la maison? Là-bas, juste là-bas, à 10 minutes de marche d'ici, pas plus, au bout du port à droite, en longeant la côte. D'ailleurs, je compte y retourner tout de suite pour en avoir le cœur net. Au bout du port à droite, murmure-t-il presque terrorisé. Oui, au bout du port à droite, en montant légèrement, après avoir suivi la mer. N'y allez pas, jeune homme, cet endroit est maudit. Ah, je reprends étonné. Oui, c'est le site de l'ancien cimetière. Il est maudit. Tous les gens qui s'y rendent trop souvent là-bas en reviennent fous. J'en ai connu un, c'était mon voisin. Il s'y est égaré un jour, comme ça, par hasard. Puis un maléfice a dû l'ensorceler. Il y est allé de plus en plus fréquemment, comme si une force invisible l'envoûtait. C'était une drogue dont il ne pouvait plus se passer. Un jour, il est tout bonnement devenu simplet, siphonné, ravagé du cerveau. Je le voyais hennir la nuit comme un cheval à travers les rues désertes. On a dû l'enfermer à l'asile car il mordait les gens. Il a été jugé dément et il ne sortira jamais plus de cette prison. Vous comprenez, jeune homme, cet endroit a le pouvoir de rendre fous les êtres, même les plus équilibrés. Alors n'y retournez pas. Merci, monsieur, je ferai attention. Au revoir. Je fais semblant de retourner sur mes pas pour ne pas décevoir le vieux type. Mais tenaillé par un démon de curiosité, n'y tenant plus, dès qu'il se remet à regarder la mer, j'oblique dans le sens opposé à toute vitesse pour me diriger aussitôt vers ce lieu maléfique.
Je longe la mer, cœur battant, pendant quelques minutes en regardant les mouettes faire leur sinuosité au-dessus des vagues pour pêcher. Effectivement, à travers le broussailles, j'aperçois un chemin de traverse mal entretenu qui va se perdre en longeant un vieux mur à moitié écroulé. À force de marche, j'aboutis devant une vieille grille en fer forgé rongée de rouille. C'était l'ancien cimetière. À l'intérieur, à travers les ronces et les rocailles, pêle-mêle, quelques tombes trônaient dans un fouillis indescriptible. Elles étaient à moitié écroulées, envahies de mousse et garnies de champignons. Leurs croix, cassées et tordues, ou complètement affaissées, achevaient le caractère épouvantable de l'endroit. J'hésite un long moment à passer le portail d'entrée, puis toujours excité par l'envie d'en savoir plus, j'actionne le battant qui s'ouvre dans un grincement aussi diabolique que celui de la nuit précédente. Je regarde les pierres tombales au hasard, en espérant y trouver la clé de mon énigme. Effectivement, l'une d'elles me fige d'effroi. Blanche Marie Marquise de Moselberg, 1797-1839. Je me suis enfuie en me jurant de ne plus jamais fouler ce sinistre endroit. Au retour dans le train, j'ai beaucoup pensé à cette mystérieuse histoire. Ce qui m'est resté le plus en tête, c'est l'image floue de cette femme que j'ai trouvée belle. Comme beaucoup d'événements sont passés depuis cette époque, aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir rêvé tout cela. Une chose est sûre, je ne m'aventurerai plus sur ce genre de chemin glissant, car si je n'aime pas voir la mort en face, j'aime encore moins l'entendre parler, et je ne veux pas devenir fou avant qu'elle m'emporte. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous remercie par avance de liker, partager, commenter et de vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau conte d'Halloween. Merci.